Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Vergnol et Emmanuel Rubin. Et des goûts de luxe aux accents grassois cette semaine, alors que les grandes maisons de luxe ne cessent de redécouvrir les charmes de la capitale de la parfumerie. Nous sommes en compagnie d'Olivier Poche. Bonjour. Bonjour. Le parfumeur de chez Chanel. Et puis nous sommes toujours avec Lionel Payès, notre chroniqueur bien-être et parfum. Depuis combien de temps Chanel a ses arrière-cours, on peut dire, installés à Grasse, Olivier Poche? Ça remonte en 1987, pour être précis. À cette époque, Chanel a fait un contrat d'exploitation avec la famille qui exploitait les plus grandes parcelles. C'est un domaine d'une vingtaine d'hectares de plantes à parfum qui commençait à se raréfier dans la région. Étant donné que nous avons notre parfum, le numéro 5, qui a été créé avec ses essences. Est-ce que le 5 a été créé avec ses essences? Est-ce qu'aujourd'hui encore, il profite, en tout cas pour partie, de ce terroir? C'est justement ce qui en fait sa particularité, entre autres. C'est assez unique ça, parce que comme on le voyait en première partie de l'émission, ce terroir grassois se raréfie, même si la volonté de la mairie est de, à terme, regagner un peu du terrain, mais aujourd'hui c'est tout de même très peu d'hectares. Donc c'est un grand fruit Chanel numéro 5, pas simplement par sa mythologie, mais parce que effectivement le jus qui l'accompagne et les matières qui l'accompagnent sont véritablement issues d'un terroir, c'est quasiment du locavorisme. Exactement, oui. Lionel. C'est unique ça, Lionel. C'est complètement unique. Alors c'est ce qui sert à faire l'extrait de numéro 5, parce que évidemment les parcelles dont parlait Olivier, c'est une vingtaine d'hectares. C'est très peu compte tenu de la production d'un parfum comme le numéro 5, qui est un parfum vendu dans le monde entier. C'est pour ça que j'ai posé la question. Donc l'idée c'était de sauvegarder presque le diamant du numéro 5, qui est l'extrait de numéro 5. Et de dire, voilà, on va continuer à le produire exactement de la même façon, avec les mêmes fleurs, le jasmin, la rose de mai, de Grasse. Exactement, je crois qu'il n'y a pas un parfum qui a été aussi bien entretenu que le numéro 5, qui n'a jamais connu comme ça d'interruption dans sa production avec les matières comme ça premières d'origine qui ont justement leur particularité. Puisque vous êtes le nez de Chanel, juste pour le plaisir, le jardin du numéro 5 de Chanel, quelles sont les matières qui entrent en composition? Je ne vous ai pas demandé l'équation. Importante pour Chanel en général d'ailleurs, à l'image du numéro 5, ce sont les fleurs. Ce sont les fleurs, et parmi les fleurs probablement plutôt le jasmin, qui était d'ailleurs à l'origine le réel intérêt de Chanel dans ce partenariat avec la famille Mull, parce que les quantités de jasmin, qui est une fleur très délicate dans la région, il y avait des problèmes, une certaine maladie qui s'appelait le pourridier, enfin il y avait un réel souci d'approvisionnement autour du jasmin. Puis s'est développé après un partenariat avec la rose, et depuis quelques années on a un petit peu étendu même nos cultures pour y introduire l'iris, le géranium et aussi la tubéreuse. Et pourquoi vous faites ça? Alors, à l'origine, il y avait juste un vrai souci de préservation. Hein, il y a vraiment des entités olfactives comme ça bien particulières dont on a besoin pour nos parfums. Et petit à petit, on a dû du coup développer une certaine expertise dans l'extraction, la transformation de la fleur à l'absolu, qui du coup maintenant nous donne un peu l'occasion d'une sorte de laboratoire de recherche dans de nouvelles techniques d'extraction et même de culture. Et d'ailleurs c'est un peu dans la logique de la maison Chanel, parce que ce qui s'est passé dès 87, vous l'expliquiez, sur le parfum, dans ce partenariat avec les belles maisons grassoises, c'est aussi toute la logique de la maison Chanel en général, puisqu'on a fait beaucoup d'émissions, nous, tous les métiers d'art, c'est un peu grâce à Chanel si certains plumassiers, si certains brodeurs existent encore aujourd'hui, puisqu'ils ont créé au fur et à mesure des partenariats entre différentes maisons. Donc de toute façon, il y a une logique maison, ça. Exactement, on aime à dire qu'on fait du parfum de la fleur au flacon. Lionel? Et je trouve qu'il y a une particularité, parce qu'on s'imagine qu'il y a ces belles fleurs qui sont dans les champs et qu'on transforme et qui finissent dans le flacon. Ce que fait Chanel, notamment avec l'iris, qui est pas une plante, une plante à parfum locale. L'iris, le bel iris pallida, il vient de Florence, enfin de la Toscane en général. C'est pas très loin. C'est de se dire finalement,
l'iris florentin ou de Toscane n'est plus ce qu'il était parce que son processus finalement de maturation a changé. Et ben nous, on va faire de l'iris à l'ancienne, j'allais dire, avec un processus qui est extrêmement long, donc long et coûteux, parce que c'est une plante qui est très compliquée. En fait, l'iris, c'est le rhizome qu'on travaille et pas la fleur d'iris. Mais il faut vraiment calé, Lionel Payassin. Et ça, c'est assez intéressant, parce que là, on est presque déconnecté même si le numéro 19 de Chanel est un parfum qui utilise l'iris, mais en tout cas, c'est de se dire, voilà, il n'y a pas simplement les fleurs grassoises, mais aussi, on va sauvegarder des savoir-faire et on va revenir à la qualité initiale de ce qu'était l'iris il y a quelques décennies. Oui, et tout ça amène à des détours intéressants. C'est vrai que l'iris est important, le numéro 19 en est un très bon exemple, mais il y en a aussi un petit peu dans le numéro 5. Et quand on s'est lancé dans cette culture de l'iris, c'était assez amusant. La famille Muhl trouve un contact pour trouver des rhizomes, les iris pallida, qui sont les iris traditionnels florentins. Et voilà qu'une fois plantés, on réalise qu'on a des fleurs de 3 couleurs différentes, donc trois variétés différentes. Ce qui nous a amené à distiller ces 3 fleurs, les rhizomes issus, voilà, pour un petit peu réfléchir et du coup on se retrouve comme ça à faire des recherches quasi botaniques. C'est un laboratoire, c'est ça? C'est un laboratoire de recherche, à mon sens, oui, tout à fait. Et donc vous faites, Olivier Poche, des allers-retours entre Paris, là où vous composez, et puis Grasse, parce que c'est important. Je fais des allers-retours, mais les échantillons d'essence se voyagent très bien aussi. Mais j'imagine que c'est important d'être au contact de la matière première pour vous. Définitivement, oui, c'est un contact régulier, quasi hebdomadaire. Ça fait partie de notre quotidien. Alors attention, là on parle beaucoup de Chanel qui, on le voit, était un peu précurseur de ce retour en grâce, comme vous dites, Lionel. Mais alors, ces dernières saisons, alors avec une accélération ces derniers mois, les autres grandes maisons du luxe, pour certaines de la parfumerie, s'y collent toutes. C'est le dernier endroit où l'on sent de façon assez différente. Alors, il y a l'histoire de Chanel qui n'est pas leur volonté n'a pas été de transférer un laboratoire de composition et de faire venir Olivier Polge à Grasse. Un terroir. Il y a des maisons qui ont fait ce choix-là. Alors il y a une dizaine d'années, Hermès qui avait installé son parfumeur à Cabris, donc c'était pas très loin de Grasse. Et Jean-Claude Ellena. Et puis plus récemment, une maison comme Dior qui a réinvesti une maison qui était une maison de Christian Dior qui s'appelle la Colle Noire. Donc là, l'idée, c'est plutôt de réinvestir un lieu pour raconter une histoire. Donc là, on n'est plus forcément dans la composition plus dans le storytelling, exactement. Et puis une maison comme Vuitton, alors qui va partager on pourrait juste, pardon, attendez-moi, ça a arrêté une seconde sur Dior. Effectivement, la maison Parfum Dior a acquis donc la Colle Noire. Et vous pensez que c'est uniquement du storytelling, cette histoire-là, où il va se passer quelque chose pour les parfums Dior Non, alors il y a quelques champs autour, il y a un partenariat. En fait, Dior avait commencé en 2008, je crois, un partenariat avec un lieu qui s'appelle le Domaine de Manon, où ils cultivent de la rose et du jasmin. Donc c'est 3 hectares à peu près. Donc leur volonté, c'était, je pense, plus d'investir un lieu qui était un lieu historique pour Dior, parce que c'était une des maisons de Christian Dior. Donc là, l'idée, je crois, dans l'esprit de Dior, c'était plutôt de se trouver une accroche, une histoire grassoise. Je pense que c'était ça l'idée. Vuitton, c'est différent, on va installer notre laboratoire, le lieu de création des parfums à Grasse. Donc c'est un lieu qui s'appelle les Fontaines Parfumées, qui vont partager d'ailleurs avec Dior, parce que c'est la maison LVMH. Donc là l'idée était différente. Je pense que là, il fallait se donner une espèce de légitimité. Parce que Vuitton n'est pas une maison de parfum. On n'en a jamais sorti, parce que le premier parfum est attendu à l'automne prochain, à la rentrée prochaine. Il y a eu 3 parfums dans les années 20, mais ils n'ont pas été très illégitimes. Mais là, l'idée, je crois, c'est plutôt de s'inscrire dans une histoire, et ce qui prouve bien que Grasse redevient attractif, c'est que l'image de Grasse redevient une image positive pour l'industrie de la parfumerie, et notamment l'industrie du luxe. Donc il y avait ça aussi. Justement, vous disiez tout à l'heure, Chanel est là depuis 1987, véritablement, ce que vous nous racontiez tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? On en parlait avec Robertet aussi tout à l'heure, avec le maire de Grasse, que justement Grasse prenne conscience aujourd'hui
comme vous l'avez fait il y a déjà quelques années, de la qualité de son terroir et de l'importance de préserver ce terroir et ce savoir-faire? Alors oui, je pense que justement la particularité de Chanel, ça a été de s'investir sur les terres, hein, et on cultive véritablement des fleurs. C'est une partie de Grasse qui me semble être très importante évidemment, mais ce serait oublier aussi le savoir-faire de Grasse. Et de parler de Grasse, justement, le développement de l'industrie grassoise dès la fin du 19e siècle, c'est justement les Grassois qui sont partis partout dans le monde. Et ça, c'est important, hein. Je crois qu'aujourd'hui, le savoir-faire, le négoce des matières premières passe quasiment toujours par Grasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on développe des systèmes de distillation particuliers à l'autre bout du monde pour le bois de santal. Ce sont des scientifiques grassois qui nous aident à développer ça. Voilà. Parler de Grasse, c'est parler aussi un petit peu du reste du monde. Mais plus j'entends et plus on avance dans l'émission, plus c'est hallucinant de voir comment il y a une espèce de corrélation entre ce terroir, ce savoir-faire, cette intelligence grassoise du parfum et le monde du vin. Mais là où le monde du vin, et notamment les grands vignobles, hein, on pourrait parler bien sûr de la Bourgogne, du Bordelais, du Champenois, ont réussi au monde entier non seulement à envoyer des hommes, comme vous le dites, parfois même des savoir-faire, et imposer leur image, autant grâce à, je ne sais pas si c'est de la discrétion, de la pudeur, à laisser passer ce temps-là du faire savoir pendant des années. Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? J'espère pas, c'est peut-être pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. Oui, c'est vrai que effectivement toutes les grandes maisons, si Chanel bien évidemment, Vuitton, Hermès ou autres, ça peut faire caisse de résonance et participer à l'affaire. Vous en pensez, vous, l'arbitre des élégances? C'est vrai qu'il faut rappeler que les parfumeurs, il y a une grande tradition parmi les parfumeurs. Dans la génération avant celle d'Olivier, il y avait beaucoup de Grassois, pour ne pas dire quasiment que des Grassois. Enfin, c'était vraiment il y avait des dynasties de parfumeurs qui continuent. On était parfumeurs ça change un petit peu. D'abord parce que peut-être que Grasse a laissé passer son tour aussi dans ce domaine-là. C'est que la grande école de référence de la parfumerie est à Versailles aujourd'hui. Oui. Et du coup, il y a plein de petits Parisiens, de Parisiennes, ou voire de gens issus d'autres provinces qui deviennent parfumeurs aujourd'hui. Donc on est un peu moins dans une dynastie. Donc c'est vrai que ça aussi, ça s'est probablement perdu. Ça redevient attractif aujourd'hui pour d'autres raisons, qui ne sont pas nécessairement des raisons familiales. Olivier Paul, justement, vous parliez du savoir-faire tout à l'heure. Est-ce que vous pensez, Lionel disait à l'instant, finalement, il y a une grande école de parfumeurs à Versailles. Est-ce qu'il faut, si on veut devenir parfumeur, est-ce que c'est un passage obligé de passer Oui, c'est inévitable. Toute personne qui travaille dans la parfumerie, même plus largement, passe à Grasse un jour. Pour vous, il faut continuer à... C'est pas qu'il faut, c'est obligé. Il y a une réalité, même une réalité du marché, quoi. Il y a une réalité du marché qui est toujours celle-là. Peut-être qu'on ne l'a pas assez dit. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Aujourd'hui, comment vous voyez évoluer les choses? Est-ce que justement, en voyant arriver les autres maisons, vous allez continuer à peut-être à travailler là-dessus, à agrandir un peu vos terres, ou à travailler le Made in Grasse? Comment vous imaginez les choses chez Chanel? Écoutez, par rapport à nos besoins en fleurs, nous avons nos besoins sont satisfaits, mais comme je vous le disais, on continue comme ça à chercher, s'associer comme ça avec les personnes expertes en leur domaine, souvent venant de Grasse pour de nouveaux procédés d'extraction ou de nouvelles cultures. Chaque pays aussi, chaque terroir a sa spécificité. Et vous avez aussi besoin des autres. On a besoin, voilà, il y a des plantes, l'ylang-ylang qui est très important pour Chanel est une fleur exotique par essence. Il y a des procédés, parce que ce qu'on ne connaît pas assez, c'est que l'extraction des fleurs, c'est à la fois des procédés ancestraux comme la distillation, mais il y a aussi un renouvellement et une innovation perpétuelle dans ce domaine-là. Chanel, en ce moment, alors je pense qu'Olivier Paul n'en parlera pas parce que c'est un procédé assez secret, mais travaille sur une nouvelle façon de travailler la tubéreuse, par exemple. Je pense que perpétuellement, en fait, que les parfumeurs se disent et les maisons se disent, on n'est pas satisfait du rendu olfactif, soit parce qu'il nous manque des notes hautes, basses, on ne retrouve pas l'odeur de la fleur dans le jardin. Donc finalement, on va innover dans le procédé d'extraction ou de distillation. Le mot de la fin, Olivier Paul, justement, vous êtes toujours en quête d'innovation, toujours vers la perfection, j'imagine. Oui, tout à fait. Il y a dans cette science
de la distillation et de la transformation des matières premières. C'est un travail sans fin et dont la haute technologie comme ça nous amènera probablement de très belles réalisations. Et juste une toute dernière question, peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais pour se rendre compte, donc on disait pour le Chanel numéro 5, combien de kilos de fleurs il faut pour une petite bouteille? On ne se rend jamais compte, est-ce que vous avez un chiffre comme ça? Pour l'extrait du numéro 5, nous cultivons, nous récoltons 40 tonnes de roses et 12 tonnes de jasmin. D'accord. Tous les ans, à la main. À la main. Et voilà. Et là, ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'est l'excellence. Merci infiniment à vous, Olivier Polge, donc parfumeur chez Chanel. Merci infiniment, Lionel Payès, pour cette petite balade à Grasse. On a tous envie d'y aller. Effectivement, vous nous avez permis de soulever quelques lièvres, si j'ose dire, et de nous rappeler quelques luxes qui se trouvent à Grasse. Vous voulez rajouter, Emmanuel, quelque chose? C'est fini, hein. Que le temps d'un week-end, ça reste une très jolie ville, dans cette fameuse Côte d'Azur, avec un musée d'un parfumier qui s'est inventé il y a quelques saisons. Il était un peu désuet. Là, il est quand même rentré aujourd'hui dans une espèce de manière de modernité, avec beaucoup de scénographie, avec beaucoup d'interactions. Tout ce qu'on n'a pas pu dire, le musée répondra tout ou partie. Il y a presque 2 millions de personnes chaque année qui passent par le musée. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup à vous. Allez, restez avec nous. Dans un instant, on continue notre petite balade, mais vers d'autres cieux. À tout de suite.